Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco, entrepreneuriat féminin et autonomisation des femmes. C'est le sujet du jour, l'entrepreneuriat féminin en Afrique qui recèle un potentiel immense, une force souvent sous-estimée qui, une fois pleinement libérée et exploitée, pourrait redéfinir les trajectoires de développement du continent. Focus donc sur ce potentiel inexploité avec Fatima Boutal. Vous êtes professeur, chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Éco. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, si on devait parler d'entrepreneuriat féminin sur le continent africain, en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Quel est l'état des lieux? Alors, l'état des lieux, malheureusement, corrobore toujours cette réalité un peu amère, malgré tous les efforts, bien sûr, déployés par l'État marocain, qui consacre justement la volonté royale depuis un certain nombre d'années. Malheureusement, les données ne suivent pas encore toute cette énergie déployée et ces actions qui sont très louables. Concrètement, alors déjà, il faut dire qu'au niveau déjà mondial, donc, il y a le gender gap qui montre un chiffre qui classe le Maroc parmi les 10 derniers pays. Donc, on est classé 136e. Donc, et c'est surtout le volet économique qui constitue le maillon faible. On a quand même, faut-il encore le rappeler, donc on a quand même eu des avancées considérables, notamment en termes de santé, d'accès à l'éducation, mais l'empowerment économique est encore à la traîne. Au niveau du continent africain, eh bien, il y a une récente étude de 2025 qui mesure un peu la place de l'économie et surtout de la participation économique de la femme africaine. Et là encore, donc, on est classé parmi pratiquement les 9 derniers. Donc, et même si on compare, même si on va en direction de la région MENA. Au niveau de la région MENA, on est classé 12e, donc derrière des pays comme la Tunisie, l'Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est j'allais dire un paradoxe, parce que d'un côté, il y a vraiment une volonté, et on voit une pléthore de programmes qui sont déployés et qui sont vraiment à encourager, mais de l'autre côté, la conjugaison des données qui pourraient être plus positives, on est encore impatient de voir cela. En tout cas, pour rester dans les chiffres, on va aborder le dernier rapport du HCP, publié il y a une dizaine de jours, où on se focalisait sur la femme rurale au Maroc et le manque à gagner au niveau économique si celle-ci pouvait donc devenir active. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, le HCP a mené un travail très intéressant. D'abord, un travail méthodologique, parce que pour la première fois, donc c'est à travers concrètement 3 études. Donc, d'abord à travers le Policy Report, donc il a un peu fait un benchmark par rapport aux pratiques pour voir un peu l'impact sur l'empowerment économique de la femme. Il y a eu aussi une deuxième étude qui regarde un peu, qui a alimenté des indicateurs manquants en termes d'ODD, donc, et qui a pointé le fait, en fait, l'effet multiplicateur lorsqu'on fait une action coordonnée, c'est-à-dire lorsque les actions ne sont pas fragmentées, mais pensées de manière coordonnée et favorisant ainsi les synergies entre les différentes actions, cela a un impact positif clair sur différents ODD. Et puis, il y a eu le 3e rapport très intéressant qui met le focus sur la femme rurale et sur l'autonomisation économique de la femme rurale. Alors, un des chiffres très importants, c'est pour la première fois, on mesure le gain, enfin l'opportunité économique, c'est-à-dire quel gain économique au niveau du PIB aurait eu une participation de la femme active, de la femme rurale. Et on constate que c'est 2,2% du PIB. Donc, c'est-à-dire 2,2
points de PIB qui auraient pu s'ajouter si on avait fait deux actions importantes. La première, c'est rendre le travail visible, rémunérer le travail, parce que je rappelle que pratiquement 7 femmes rurales sur 10 qui sont actives, qui sont en emploi, eh bien, elles ne sont pas rémunérées. Donc, c'est-à-dire, elles sont considérées, au niveau de la comptabilité nationale, elles sont considérées comme étant actives opérationnelles au niveau du marché du travail, mais elles ne sont pas rémunérées. Et puis, donc, là, c'est un point et deux de manque à gagner. Et puis, il y a le deuxième segment qui est aussi important, ce sont les femmes qui sont potentiellement, qui ne sont pas aujourd'hui actives, mais qui pourraient l'être au niveau du marché du travail. Et là encore, on a une perte d'un point au niveau du PIB. Donc, ce sont là des chiffres indicateurs parlants. Exactement. Vous l'avez dit tout à l'heure, une réalité plutôt amère. Mais avec, on va dire, ces dernières études peut-être et ces dernières données, il y a possibilité aujourd'hui de, parce que vous l'avez dit, les efforts sont là, la volonté politique est là, il y a un certain nombre de programmes, de mesures qui sont faites pour encourager l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. Maintenant, si ces actions sont coordonnées, si elles sont, il y a une synergie entre toutes ces mesures qui sont déployées, peut-être qu'on pourrait aboutir à un résultat qui soit positif ou voir sur le terrain, observer une amélioration de la situation chiffrée. Clairement, et d'ailleurs c'est tout l'intérêt de ce travail vraiment très intéressant qu'a fait le HCP en collaboration avec ONU Femmes et dans le cadre de plusieurs projets financés par l'Union européenne. Mais concrètement, par exemple, le fait par exemple, il y a certaines actions, notamment par exemple tout ce qui a été fait comme programme pour réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes, la question par exemple, un certain nombre d'actions comme cela dans le cadre d'entreprises, etc. Si elles avaient été faites de manière coordonnée et non pas de manière isolée, elles nous auraient fait gagner 3 points de PIB. Et puis, elle nous aurait fait aussi gagner 9% par rapport à la participation active de la femme marocaine. Donc, c'est-à-dire des projections qui ont été faites pour montrer que finalement, nous, aujourd'hui, par exemple, on parle de moins de 20% de taux d'activité de la femme, eh bien, on gagnerait beaucoup. C'est-à-dire ces différentes actions et ces différents programmes qui sont adoptés, ils auraient un effet multiplicateur, un effet de cascade qui serait vraiment intéressant si on met l'accent sur la synergie et sur des interventions beaucoup plus holistiques et beaucoup plus dans une logique collective. Donc, vous l'avez dit, on pourrait atteindre les 30%, rajouter 9% à 20 à peu près, à peu près 20%. Quelles sont aujourd'hui les principales barrières à l'autonomisation de la femme, sachant qu'une fois que celle-ci devient indépendante, c'est tout son rôle, non seulement économique en tant que femme active, mais aussi son rôle au sein de la société qui change. Évidemment. Alors, lorsqu'on parle de la femme marocaine, en fait, en réalité, on parle des femmes marocaines. Et il y a des différences territoriales, des différences régionales, des différences démographiques. Déjà, là, il y a un clivage énorme entre la réalité urbaine et la réalité rurale. Lorsqu'on regarde par exemple les différentes disparités spatiales et régionales, donc là encore, il y a beaucoup d'enseignements tirés. Donc le fait, donc ça nous ramène à cette réflexion autour du dialogue social, autour des actions qui devraient davantage être pensées plutôt bottom-up que top-down. Parce que nous avons des réalités, nous avons des particularités, nous avons un contexte socio-culturel, nous avons des configurations qui façonnent les pratiques, qui façonnent les perceptions. Et tout cela contribue beaucoup
dans la place qu'occupe la femme, que ce soit dans le milieu urbain ou dans le milieu rural, dans les droits, parce qu'au final, lorsqu'on parle de l'autonomisation économique, le cadre légal, il est là. C'est tout simplement cet impératif moral de donner à cette femme la possibilité de jouir de ses pleins droits. Et donc là, on parle par exemple d'accès aux ressources, qu'elles soient ressources financières, qu'on parle des ressources financières, des ressources matérielles, on parle du capital financier, social, capital humain, même l'éducation. L'accès à l'éducation également, voilà. J'allais y venir. Et donc, la formation. La formation, donc même les écoles de deuxième chance, donc ça aussi c'est important. La question aussi, en fait, même j'allais dire, ce lien entre parce que lorsqu'on ne pense l'autonomisation économique uniquement d'un point de vue économique, ça ne le fait pas. Donc il est important d'utiliser ou de voir les choses sous le prisme aussi social, sociétal, politique. Donc tout est imbriqué parce que quand on regarde les freins justement à l'autonomisation économique, que ce soit sa participation au marché de travail ou que ce soit son taux, le taux par exemple d'entrepreneuriat, tout s'explique par une multitude de facteurs qui sont complexes et imbriqués. Et imbriqués, exactement. Merci à vous, Madame Fatema Boutal, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.